ces retrouvailles franco-marocaines qui sont formidables entre deux pays amis. Avec, d'ailleurs, c'est au crédit cette fois-ci du chef de l'État. Le fait d'avoir reconnu que le Sahara soit marocain. Ça peut aider effectivement nos affaires d'OQTF. Le Maroc est un pays merveilleux. L'Algérie n'étant pas un allié stratégique, elle ne bénéficie pas du même traitement politique. Ce qui explique aussi, on y reviendra peut-être, le traitement différencié vis-à-vis du Maroc. Et qui aujourd'hui est devenu un partenaire privilégié dans la région du Maghreb, du point de vue français, où le Maroc se retrouve dans une situation privilégiée, de partenaire privilégié dans la région, avec l'application d'une technique transactionnelle qu'on connaît. La stratégie marocaine n'a cessé d'engranger des succès diplomatiques. Je parlais de cynisme du régime algérien. On peut aussi parler de froideur du monstre froid qu'est l'État marocain en tant qu'État, tout simplement. C'est une expression de Nietzsche, pour que nos concitoyens marocains ou franco-marocains nous comprennent pas mal l'expression. Ouais, c'est une expression Nietzsche pour parler des États, dans le sens où il a appliqué également une logique transactionnelle avec un certain nombre d'acteurs de puissance internationale pour faire avancer l'idée de sa souveraineté sur ce territoire, avec des succès et des événements retentissants, la reconnaissance de cette souveraineté par le président Trump durant son premier mandat, qui a été admise contre finalement une reconnaissance de la souveraineté marocaine. Et Marine Le Pen pourrait très bien arriver au pouvoir. Est-ce qu'on assistera à une inflexion, à un changement dans cette politique étrangère vis-à-vis de l'Algérie? Alors, je ne m'attendais pas à cette question, tu as réussi à faire le lien, mais c'est très bien vu. En t'écoutant, j'ai cette information qui me vient à l'esprit. Le Rassemblement national a obtenu la présidence du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale. Exactement. Et là aussi, ça s'inscrit dans une histoire. Premier élément, présider un tel groupe d'amitié, c'est une manière, encore une fois, de se positionner contre l'Algérie. Et deuxièmement, il y a de bonnes relations entre le Front National historique, Canal historique, et le Maroc du roi Hassan II. Il y a des images là qui ont refait surface d'une rencontre entre Hassan II et Jean-Marie Le Pen. Et depuis cette rencontre, qui date du début des années 90, les relations sont cordiales, ou en tout cas neutres. Donc il y a véritablement un élément qui est très intéressant, parce qu'il renvoie à des débats sur la nature, cette fois-ci de l'identité marocaine, qui est complexe, qui est intéressante parce que complexe. Parce que du côté, je pense que cette position du RN, elle s'explique d'abord, encore une fois, à travers son positionnement contre l'Algérie, mais du côté marocain, il y a, depuis au moins Mohamed V, cette volonté de cultiver une identité de trait d'union entre des civilisations et des mondes différents. Et c'est fait assez habilement, je dois le reconnaître, notamment en ne rejetant pas l'Occident, et tout en s'ouvrant à l'Afrique noire. Il y a pour un pays maghrébin, ça mérite d'être souligné, cette volonté de reconnaître son africanité, même dans l'identité marocaine, outre la question berbère naturellement, tout en s'inscrivant naturellement dans l'espace maghrébin. Donc il y a cette faculté du Maroc à cultiver une identité complexe, que je trouve intéressante, d'autant plus qu'elle se traduit sur le plan diplomatique. Et là, ça devient encore plus intéressant, parce que ça se traduit effectivement par une volonté de ne pas... ça s'est traduit notamment, même durant la guerre froide, à ne pas céder à l'appel du pied de l'Union soviétique, à se tourner plutôt, franchement, vers les États-Unis et l'Europe. Je rappelle que le Maroc d'Hassan II également avait émis l'idée et exprimé la volonté d'adhérer aux communautés européennes. Donc c'est resté une relation un peu complexe, un peu sophistiquée. Mais pour revenir au contexte diplomatique que nous sommes en train de vivre depuis quelque temps, je pense que il y a... Vous savez, les deux parties sont un peu complices.
cette pression diplomatique, je pense, n'est pas anodine. Il y a un côté d'Alger qui est en train d'exprimer une espèce de mécontentement parce que la France lui a tourné le dos par rapport à la marocanité du Sahara occidental. Mais bon, comme je l'ai dit plusieurs fois, tout le monde savait que la France allait s'aligner sur Washington. Donc, est-ce que vous pensez que le tournant par rapport donc à cette relation était la position de la France par rapport au Sahara occidental? Et pourtant, c'est depuis que cette décision qui a été prise donc par Macron, aucun président français n'a osé aller dans ce sens. La position de la France a été toujours de jouer l'équilibre entre ces deux grands pays, qui est l'Algérie et le Maroc. Est-ce que pour beaucoup d'observateurs, ça a été peut-être le tournant? Et là, je parle de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, mais aussi la réponse de l'Algérie. Bon, vous savez, tous les pays du monde, leurs gouvernements respectifs, parfois peuvent avoir des pressions extérieures ou des aspects qui peuvent jouer ou représenter une forme d'influence. Bon, vous savez, moi je pense que il ne faut pas... Bon, c'est vrai que la décision de la France, du moins, c'est pas une décision, parce que ça fait longtemps qu'on savait que la France allait s'aligner. C'est pas parce qu'ils l'ont annoncé il y a quelques mois que c'est une surprise. La France a arrêté sa position. Donc vous pensez que ce n'était pas une surprise pour le régime algérien? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, tout le monde sait que la France allait s'aligner sur Washington. Même avant que Trump ne s'était déclaré bénéfiquement pour le Maroc en 2021, je ne me rappelle plus, avant juste son départ, il est parti en 2020, je crois, 2021, c'est ça? Il est parti en 2020, oui. Oui, alors voilà, en 2020, quand il avait annoncé que pour les États-Unis, le Maroc était le plan du Maroc était donc pour eux l'option. La France aurait pu déclarer sa position à ce moment-là. Nous savions tous que la France allait s'aligner sur Washington, et je vous ai dit, Londres va bientôt annoncer officiellement la même chose, et l'Italie aussi, parce que vous savez, Giorgia Meloni, qui est le Premier ministre d'Italie, est la première à avoir été invitée pour l'inauguration de Trump. Vous voyez comment elle a une proximité très importante avec Elon Musk et Donald Trump. Bientôt, ils vont lui faire des propositions de gaz, ils vont la détourner d'Alger, parce qu'il y a tout un plan qui est en cours actuellement contre l'Algérie. Donc, je pense que Alger, de l'autre côté d'Algérie, ça passe mal. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, à la limite, il faut comprendre un peu le président Tebboune. Il a subi beaucoup d'échecs, notamment celui des BRICS. Il a subi beaucoup d'autres échecs diplomatiques, ou enfin, on va pas appeler ça des échecs, on va appeler ça des difficultés. Avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Espagne. La décision de Paris, c'était la décision de trop dans son mandat. Et donc, il avait besoin de se redorer son image. Et cette décision est tombée vraiment mal pour lui, parce que il sort à peine d'une réélection, et tac, il a ça. Donc, ça démarre vraiment mal pour lui, ce deuxième mandat. Mais je le comprends, vous savez, c'est un homme, je ne veux pas être méchant avec monsieur le président de la République, mais bon, monsieur Tebboune n'est pas un diplomate, c'est pas un grand diplomate, c'est pas sa spécialité. Et je ne trouve pas qu'il est en ce moment entouré par 10 000 diplomates. Donc, ces lacunes de diplomatie, ces lacunes de savoir-faire, ce modus operandi opéré du niveau de Moradia, n'auront pas des choses faciles. C'est pour ça que nous vivons beaucoup de surenchères ces jours-ci, beaucoup d'escalade. Beaucoup de réactions, et voilà. Que ce soit du côté français, mais aussi du côté algérien.